bonjour. Merci de nous laisser ce temps de partage, de paroles d'experts sur l'introduction des produits bio en restauration. Avec Natexpo, on a jugé judicieux l'idée de rendre visible ces acteurs qui sont autour de nous et qui travaillent pour beaucoup avec la restauration, déjà, et depuis longtemps. Et puis, afin d'intéresser les chefs de cuisine, s'il y en avait qui se baladaient aujourd'hui. Et je pense que le prochain Natexpo à Lyon, j'espère, on essaiera de faire ça le lundi, jour plus approprié pour les chefs. Mais là, on va dire que c'est un coup d'essai. Et puis, voilà, on est détendu, on est entre nous, pas de stress. C'est un exercice aussi pour nous. Donc moi, c'est Lionel Goumi de Biocop Restauration. On est en lien avec les restaurateurs depuis 20 ans. Depuis que Philippe Join, le premier président de Biocop, il y a 35 ans, a eu l'idée de se servir des plateformes logistiques Biocop pour livrer les restaurants en France, tout simplement. Et il vient de prendre sa retraite cette année. On l'a fêté ça au congrès de Reims il y a un mois. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion aussi que je pense à lui, parce que je crois que c'est le cofondateur de Grillon d'Or à l'époque, avant Biocop même, donc il doit y avoir 40-45 ans, et qui est devenu Cereco, et puis Biocop Restauration, et voilà, je trouve que c'est un petit hommage que je rends ici à Philippe Join. Quoi d'autre? L'originalité de Biocop Restauration, juste pour finir et fermer cette parenthèse, c'est d'avoir créé des partenariats un peu partout en France avec des plateformes bio locales pour privilégier l'introduction de produits bio locaux. Voilà. On fait partie de ceux qui associent et essayent d'associer le bio avec le local. C'est pour ça qu'on est là, parce que c'est pour rendre un petit peu la parole aux acteurs locaux, parfois historiques pour beaucoup, et très engagés. Voilà. Donc je vais demander à chacun, je vais faire l'animateur du coup, et puis je vais demander à chacun de se présenter, de dire deux mots sur en quoi ils sont concernés, ces acteurs majeurs en bio, avec les restaurateurs. Quel lien ils ont avec la restauration et plus particulièrement avec les chefs de cuisine, et comment ils ont su les intéresser aux produits bio locaux. Voilà. Eh bien, je ne sais pas quand... Qui veut commencer? Et j'y m'y colle. Super, merci Benoît. Merci Lionel pour cette introduction. Donc Benoît Plisson, je suis cofondateur d'Arienco. On est sur le marché depuis 2016. Nous, notre mission, ça va être d'aider les gens, monsieur tout le monde, à manger plus végétal au quotidien grâce aux légumineuses. Et donc quand on s'est donné cette mission à l'époque, on s'est aussi beaucoup orienté et intéressé à la restauration collective, parce qu'on s'est dit qu'on voulait avoir de l'impact. Et donc, qu'est-ce que de mieux que ce marché-là, qui concerne énormément de gens au quotidien, qui concerne des cibles très diversifiées. Tout le monde va à la cantine scolaire, beaucoup de gens vont en restaurant universitaire, restauration d'entreprise c'est pareil, pour prouver que manger plus végétal, ça peut être aussi accessible à tous, en termes de produits, mais aussi d'habitudes à prendre. Donc c'est ce qu'on a fait en 2016, et donc on a pu... pas mal intéresser les chefs, parce que je vais peut-être parler un peu plus de ce qu'on fait avant d'expliquer comment on l'a fait. Donc aujourd'hui, nous on a une offre de galettes, de boulettes, voilà, de cœurs d'assiette à base de légumineuses bio et françaises. Vraiment le bio, le France et le sans additifs, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous, car on essaye de faire ça avec le moins de concessions possible aujourd'hui, dans une question de durabilité, d'alimentation durable. Donc les légumineuses nous permettent ça à la fois d'un point de vue agricole, mais aussi d'un point de vue alimentaire. Et aujourd'hui, c'est des enjeux on peut pas fermer les yeux par rapport à tout ça.
On travaille beaucoup en restauration, surtout collective, et aussi en grande distribution aujourd'hui. Et donc, comme j'expliquais, pour avoir de l'impact, on s'est intéressé d'abord sur le marché de la restauration collective. C'est un marché qui permet aussi, c'est du B2B, donc on peut y avoir accès assez rapidement avec pas forcément énormément de moyens en termes de marketing, communication. Donc ça va aussi bien avec les valeurs que peut transmettre le bio, une alimentation plus sobre et plus végétale. Et au début, quand on est allé en 2016, il n'y avait pas encore tout ce qui est loi Egalim qui aujourd'hui promeut beaucoup de bio, beaucoup de végétariens, et c'est super, hein, il y a énormément de choses qui vont dans le bon sens. Et quand on allait voir les chefs cuisiniers des cantines scolaires, ça n'a pas été simple au début, parce que c'est quand même un milieu qui est très traditionnel. Donc la manière de cuisiner traditionnelle, avec un cœur d'assiette d'origine animale et des accompagnements. Voilà, il y avait des produits qui existaient sur le marché, très peu présents à l'époque sur ces réseaux-là. Et nous, on a réussi à intéresser parce qu'on parlait de légumineuses, on parlait de lentilles françaises, on parlait aussi de pois chiches français, de haricots. Donc on faisait appel un peu à une culinarité, à des choses que les chefs aussi ont dû voir dans leur formation, même si c'était pas forcément pour les mettre au cœur de l'assiette, mais ils sont habitués aussi, en tout cas ils ont eu écho et ils savent un peu cuisiner tout ça. Et donc par cette fibre un peu culinaire, on a pu les intéresser. Et donc en parlant aussi beaucoup de la manière dont on travaillait, c'est-à-dire de durabilité, d'origine France, de culinarité, plus que de végétarisme, on va dire, en tout cas, ou en tout cas d'acte de manger pas de viande dans un repas. Et petit à petit, on a réussi à faire notre petit bonhomme de chemin. Super. Quel produit? Donc c'est du surgelé, hein, principalement, vos produits? Voilà. Nous, en restauration, on a une gamme qui est exclusivement surgelée. En retail, en grande distribution, on travaille une gamme frais. Et donc, on a une vingtaine de références en restauration. On a des formats boulettes, différentes tailles, des formats galettes, des formats aussi un peu de nuggets qui ressemblent à du nuggets. Donc, et c'est vrai qu'on se rend compte que la boulette, elle est sympa pour les enfants, quoi. Voilà, tout simplement. Ça égaye la curiosité, c'est des formats ludiques. Et ça permet tout de suite de faire des services où il y a beaucoup moins de gaspillage, où il y a moins de blocage culturel d'habitude. Format ludique et pratique, voilà. Facilement portionnable. Exactement, ouais. Donc ça s'adapte, même on fait d'un petit peu de service en maternelle aussi, voilà, et jusqu'aux adultes. Et donc voilà, il y a de quoi faire. Génial. Tu passes le micro et puis on y reviendra après, s'il y avait des questions. Merci Benoît pour ton intervention. Donc je rappelle Haricot, cofondateur donc de cette entreprise qui s'envole. Bonjour, Laurent Kilissi, responsable commercial de la société Biovance, marque Lazaretti. Lazaretti, aujourd'hui, on est fabricant de pâtes, artisan en Provence depuis 1930. On a un savoir-faire sur... Attends, rapproche ton micro un petit peu. Pardon. Juste. Vous m'entendez mieux? 1, 2, ouais, très bien. Donc je vais recommencer. Laurent, donc la société Biovance, responsable commercial pour la marque Lazaretti. On distribue, on est fabricant artisan de pâtes aujourd'hui. Sur la partie épicerie, nous travaillons bien avec notamment Biocop, mais tout le réseau bio. Avec la loi Egalim, effectivement, nous avons développé, et puis avec l'aspect aussi zéro déchet, la partie gros conditionnement pour adapter cette offre que nous avons historiquement dans nos rayons auprès des collectivités. Tous nos produits, tout notre savoir-faire en fait en termes de gourmandise, on va les retrouver aussi bien en magasin, mais aussi à disposition de la restauration. Voilà, nous cherchons des partenaires, nous travaillons aussi en direct avec les restaurateurs, on fait des démonstrations, on organise des visites aussi au sein de la société pour montrer notre savoir-faire. Nous couvrons toute forme d'offres sur les pâtes, sur l'approche en fait qu'on a avec le client. Voilà, donc on a une multitude de références. Nous pouvons adapter aussi en fonction des besoins, l'intégrité, la demande de clients, et on essaye de travailler en collaboration étroite, donc peut-être même sur des recettes, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'innover au sein de la société en prenant des idées et puis essayer. C'est un peu aussi notre ADN, l'innovation.
C'est une belle liberté, ça, C'est aujourd'hui. une belle liberté et malgré notre taille d'entreprise, que je n'ai pas spécifié, c'est une boîte familiale, 35 personnes. Donc aujourd'hui, on a quand même cette possibilité-là encore, cette liberté de pouvoir innover sans cesse. On se doit d'aller chercher les demandes, de répondre aux demandes de clients et de chercher des innovations, notamment sur les légumineuses, mettre à disposition au plus grand nombre, notamment aux enfants, ce côté légumes que nous foncièrement ne trouvent pas les enfants. Donc dans les pâtes, notamment avec l'apport protéines végétales, consommer autrement les pâtes, parce qu'on pense pâtes, mais on s'ouvre sur des choses plus gourmandes aussi, des produits sans gluten que ne connaissent pas forcément aussi les enfants. Donc voilà, il y a tout un panel aujourd'hui qui fait que Biovance Lazaretti peut proposer notamment aux collectivités une offre globale et importante auprès des restaurants. Principalement donc des pâtes fraîches. Alors également des pâtes fraîches et sèches. Et sèches, tout à fait. Voilà. Et aussi, donc on met en avant nos filières céréalières, notamment avec sur les couscous. Les couscous que j'allais dire. Les semoules notamment, notamment avec les filières françaises type filière sarrasin, couscous de sarrasin, mais aussi tout ce qui est légumineuse et le petit épeautre. Voilà. Petite épeautre de Provence. Je trouve que c'est un super créneau celui que vous avez là, et notamment le couscous. Le couscous, le plat préféré des Français, suite sondage. Et c'est génial. On attendait en fait le couscous. C'est la céréale à mettre facilement mise en œuvre en fait. Oui, tout à fait. Il suffit juste de la réhydrater, c'est déjà cuit quoi. Oui, tout à fait. On le sait pas assez, mais le couscous est déjà cuit. Oui. Puis c'est des produits très colorés finalement. Oui, voilà, originalité dans l'assiette aussi. C'est vrai qu'on va essayer d'attirer gustativement, mais aussi visuellement. On donne envie, on essaie de faire donner envie. Les enfants jouent, on prend l'exemple des enfants, on parlait des enfants tout à l'heure, que ce soit sur nos pâtes ou sur les couscous. Les enfants aiment visuellement les choses qui leur parlent. Et on les transforme, on met accessible par exemple des légumineuses ou des céréales anciennes auprès de tout le monde avec ces couleurs-là notamment sur nos produits. Merci pour ces précisions. Merci. Qui veut dire deux mots? On n'est pas obligé non plus on peut être beaucoup plus concis. C'est comme on veut en fait. Faut être libre. Voilà, on peut dire 3 mots, ça suffit. Mais je me lance. Merci Séverine. Donc Séverine Brezacher, société Tosolia. Nous on est sur la production du tofu et produits végétaux comme le haché végétal. Voilà. On est situé donc dans les Alpes de Haute-Provence, Ok. Très bien, plus près. Un petit département. Et nous, la restauration collective, on a commencé il y a une dizaine d'années, notamment avec toi, Lionel. Ah oui. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, voilà, oui, au travers d'animations dans les cantines sur le tofu, il y a 10 ans déjà, c'était quelque chose, quoi. On ne le connaissait pas beaucoup, alors dans les cantines, beaucoup moins. Donc c'était au niveau local, dans les petites cantines autour, de faire connaître le tofu et notamment la graine de soja aussi. C'est bien amusé, oui. Voilà, sur la production locale, puisqu'on travaille un soja des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme, donc à moins de 200 km de nos ateliers. Donc on a commencé comme ça, dans les cantines, petit à petit. Et on a travaillé... Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Séverine, parce que c'est très important. En France, il y a la FNAB qui fédère les groupements d'agriculteurs bio, un peu partout. On appelle ça des GAB ou des GRAB, qui sont répartis en France et qui peuvent organiser des animations en lien avec les conseils départementaux pour les collèges, les conseils régionaux pour les lycées ou les mairies, simplement en direct avec les mairies pour les écoles. Et pour vous, producteurs, transformateurs, vous pouvez aussi vous rapprocher de ces GRAB pour déjà faire connaître vos produits localement et puis vous rendre visible au travers d'animations comme on a su le faire dans les Alpes de Haute-Provence, effectivement. Ouais. Et voilà. On s'est vraiment amusé avec Séverine pendant les temps du repas des écoles, des collèges, des lycées.
en se baladant avec des chariots à roulettes, décorer des produits et puis en faisant goûter. Voilà, c'était aussi la bio, quoi, hein, commencer à introduire la bio en restauration collective. Et on a continué donc avec une petite cuisine centrale de 3500 repas avec Laurent, qui nous a beaucoup aidé sur le développement de nos produits, puisque l'idée c'était que les enfants goûtent, mais ne jettent pas non plus les assiettes. Et on a testé, voilà, ça a été sur des galettes végétales, sur du haché. Et puis on a travaillé avec lui sur créer également des recettes avec des coûts portions. Donc on a du tofu nature, on l'a cubé également pour aider les cuisiniers, du tofu fumé et du haché végétal en conditionnement de 2 kg. Donc on l'a en frais et également en stérilisé en deuil pack. En poche, ouais. Voilà. Ouais. Qui se conserve donc au sec. Qui est en température ambiante. Je trouve ce produit génial d'ailleurs. J'en ai dans ma voiture là. Parce que c'est un produit que j'aime bien faire découvrir parce que je trouve déjà il peut se transporter facilement. Et puis je trouve l'originalité de ce produit, c'est d'avoir eu l'idée de mixer du tofu, mais pas suffisamment granuleux pour laisser apparaître comme du gras de viande en fait. Et de l'avoir couplé avec les protéines de soja texturées. Donc d'avoir couplé le tofu et le soja texturé. Donc ces deux aspects du soja au sein d'un même produit. Et je trouve que c'est gagnant, quoi. On a vraiment l'impression de manger une bolognaise. Ouais. C'est très réussi comme produit. Ouais. Merci. Je vais prendre la suite parce que je travaille avec Séverine sur certaines farces. Donc Atelier Bio de Provence, Eric, on est une entreprise familiale qui fait des pâtes fraîches, des pâtes fourrées, des gnocchis, des quenelles uniquement bio depuis 35 ans. L'expérience en restauration scolaire elle remonte maintenant à quelques années. Alors il faut dire qu'on a un combo un peu parfait pour bosser avec les cantines scolaires. Ravioli, c'est dans le top 3 des plats préférés des enfants. Moi, c'est vrai que j'ai 3 enfants. J'arrive à peu près avec n'importe quel ravioli, ils vont se jeter dessus, y compris un ravioli fourré végan bolognaise avec le haché végétal que me fabrique Séverine, qui est ma première vente en restauration scolaire. On est cœur de repas. On a travaillé aussi sur les aspects économiques, puisqu'il faut pas oublier que coût matière en cantine, c'est aller entre 1,80 €, 2,30 €, et ça faut pas l'ignorer, faut pas le laisser de côté. Donc ça a très bien fonctionné. On est sur un produit pratique, on parlait du frais, du surge. Nous aujourd'hui, c'est après Covid, c'est 80% des volumes qu'on réalise en surgelé. Donc effectivement très pratique, très pratique pour les cantines. Ce qui nous permet aussi en surgelé de toucher une crèche où il peut y avoir 200 enfants jusqu'à les plus grosses cuisines centrales. On est jusqu'à 50 000 couverts jour. Donc on arrive à toucher à peu près tous les publics. Génial. Ok, c'est où tu dis Où est-ce que c'est cette expérience? La cuisine centrale? Oui. On travaille avec la cuisine centrale de Marseille par exemple. Marseille, c'est 58 000 couverts. Et les petits établissements, je peux pas tous les citer, on travaille toute France, 400 et 500 établissements, sachant que nous on est un peu des extraterrestres, on a décidé de ne pas faire d'export, parce qu'on est les premiers à hurler quand il y a des produits qui viennent de l'autre bout de la planète en bio, donc on a décidé de plus mailler le territoire français. Aujourd'hui la restauration scolaire, ça représente 20% de notre activité. Et en croissance de entre 40 et 50% avant l'entrée de la loi Egalim au 1er janvier. Énorme. Donc là, j'espère... Enfin, il n'y aura pas besoin de le répéter. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair aussi. Il y a un truc à faire. Hein. Donc, pour ceux qui ont laissé traîner leurs oreilles, enregistrez bien, quoi. Ouais. Voilà. Et ce que je relèverais, c'est qu'il faut vraiment pas laisser de côté les aspects... culturel de la restauration scolaire, c'est-à-dire le coût portion, on ne peut pas passer à côté. Alors, je ne vais pas parler de la restauration commerciale parce qu'on n'y est pas du tout, mais le coût portion est essentiel. S'adapter au mode de prépa des clients, donc la liaison froide, la liaison chaude, comment vous allez préparer le produit, leur simplifier la vie. Voilà, ça c'est absolument essentiel pour entrer sur ce marché-là. Ok, merci beaucoup.
Tu peux rappeler juste le nom de ta... Donc Atelier Bio de Provence, basé à Carpentras. Allez sur notre site internet, vous allez voir, on a des ateliers éco-conçus. On fabrique une partie de notre électricité, on fabrique notre eau chaude, on fabrique notre azote. Voilà, tout est détaillé sur le site. J'avais en mémoire Coquelicot, tu peux nous... Alors Coquelicot, c'est la marque réservée sur les réseaux SP, effectivement, où on est très présent chez Biocop d'ailleurs. Non, mais c'est parce que Coquelicot, ça résonne peut-être pour certains, plus voilà. que l'atelier de Coquelicot, parce que les coquelicots ne poussent que dans les champs non traités. Donc voilà, génial. Vous avez, belle la image. genèse de la marque. Belle image. Bonjour Charlotte, je suis fondatrice d'une conserverie artisanale sur Avignon et je te rejoins complètement sur le... On travaille avec la restauration collective, notamment la cuisine centrale d'Avignon qui fait 4 à 5 000 repas jour depuis quasiment le début et on travaille avec eux parce qu'on a construit ensemble une offre qui soit pratique pour les cantinières. Ils avaient envie de faire de la soupe, mais pas l'outil en cuisine centrale pour faire de la soupe. Mais ils se disaient que c'était un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants. Et moi, je faisais de la soupe à 300 mètres de chez eux. Donc on a travaillé... Sous quelle forme? Alors moi, je faisais du bocal, on fait du bocal en verre et de la bouteille en verre, sauf que du coup, on a travaillé ensemble. On a mis en place un doy pack de 2 kilos. Ils ont acheté des pichets adaptés. Donc les cuisinières n'ont plus qu'à à faire monter en température le doy pack en four vapeur. Mettre le doy pack directement dans le pichet, elle coupe le dessus et elle verse directement. Et ça, c'était crucial, la mise en œuvre du produit, parce que la soupe, ça coule partout, c'était compliqué à mettre en œuvre pour eux. Et c'est un gros succès, parce que les enfants adorent la soupe, en fait, contrairement à certaines idées reçues. Ils ont des super taux de satisfaction. Et donc, on travaille sur des recettes un peu sympas. L'idée, c'est de leur faire découvrir des nouveaux légumes, des nouveaux goûts. Donc ça c'est très chouette et donc maintenant on fait aussi des purées de fruits, de la sauce tomate, des préparations pour taboulet. Voilà, principalement pour Avignon pour l'instant, mais pour la région en tout cas. Local en bocal quoi. Oui, alors on s'appelle Local en bocal. Et notre particularité c'est qu'on a un appro en fruits et légumes 100% bio et 100% local. Nos producteurs sont à moins de 150 km de l'atelier, 30 km en moyenne. Et donc ça avait vraiment du sens qu'on travaille aussi pour les enfants autour de chez nous. Donc voilà, on est très contents. C'est super, c'est très très bien, merci beaucoup. Donc bonjour, Marion Breteau, donc moi je suis cofondatrice de Berry Grain, notre stand jusque là c'est pratique, avec Damien. Donc à la base on est agriculteur, on a pris la ferme de ses parents en 2015. Une ferme conventionnelle et assez classique et du coup depuis 2015 on travaille sur le développement de nouvelles cultures qui à notre avis sont un peu plus des cultures d'avenir, c'est-à-dire plus résistantes aux aléas climatiques et avec très peu des niveaux d'intrants très faibles, dont donc le quinoa, le petit épeautre, les légumineuses et les amarantes. Et donc voilà, on développe ça depuis 2015. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine d'agriculteurs bio autour de chez nous. Et en fait, nous, on a investi pour pouvoir gérer la réception, le stockage des graines à la moisson et ensuite le tri, le conditionnement et la commercialisation. Et forcément, on a commencé à travailler en local, en restauration collective on fournit des collèges principalement et quand on leur a amené les graines de quinoa, ils ont dit c'est quoi ce truc et donc on fait dans le Berry aussi mais je pense que de manière générale le quinoa est encore peu connu et surtout le souci qu'il y avait c'était le temps de cuisson qui peut être assez élevé, on est sur une quinzaine de minutes. Donc nous on a travaillé pour développer un quinoa qui cuit plus rapidement. Donc là, on a beaucoup travaillé sur des variétés spécifiques et donc aujourd'hui, on a une graine qui cuit en 6 minutes, donc c'est un gros atout. Et deuxième chose, on est en train de travailler sur des mélanges donc de quinoa et d'autres graines avec des temps de cuisson aussi courts et avec du coup des assaisonnements, des légumes déshydratés, etc. 100% français et bio. Pour du coup faciliter en fait la consommation de ces produits dans les cantines pour avoir un produit un petit peu clé en main. Donc en mettant un volume de mélange, de volume d'eau, un temps de cuisson rapide et donc quelque chose de prêt qui peut se consommer soit en entrée avec quelques crudités ou alors en accompagnement en plat, etc.
Donc nous c'est tout début, ça fait depuis Berry Grain, c'est depuis 2017 et on développe vraiment cette partie-là depuis 2019. Donc voilà, mais donc avec Biocop, on travaille sur la partie quinoa cuisson 6 minutes, c'est ce qui d'ailleurs entre autres nous a aussi aidé à travailler avec vous. Parce que voilà, il y a cet atout cuisson rapide. Et donc, mais au-delà de ça, il y a l'aspect production française, mais production aussi en filière. Et voilà, nous, c'est du 100% Berry. On peut tracer tous nos lots jusqu'à l'agriculteur. Et voilà, on ramène aussi des éléments supplémentaires qui aujourd'hui font. Nous, quand on va voir les collèges, les chefs des collèges en local, quand c'est du quinoa local, ça passe déjà mieux. Et puis en plus, quand ils mettent des visages derrière, ça aide aussi. Donc c'est un tout. Et merci d'avoir insisté sur la cuisson 6 minutes de ce quinoa complètement improbable qui sort du Berry. Franchement, essayez-le pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que rien à voir avec les autres quinoa qu'on apprécie tout autant, d'Anjou ou du Sud-Ouest, français aussi. Mais alors 6 minutes au lieu de 12 minutes pour un quinoa, c'est juste... les chefs se font tous avoir, quoi. Voilà. Donc, oui, des fois, du coup, c'est un peu un autre désavantage, puisqu'il faut vraiment qu'on communique beaucoup sur le temps de cuisson réduit, parce que sinon, ils y vont tous à 12-15 et c'est une catastrophe. Donc ça devient même un piège, tellement c'est pratique. C'est presque trop pratique. Enfin, je pense pas moi. Moi je pense que c'est juste pratique et il faut juste que les chefs se... habitudes à changer. Voilà, c'est des habitudes à basculer, quoi. Merci beaucoup. Bon, Marie-Dominique Plan, Marie Noé, les algues. Donc nous, on a démarré l'aventure en 92. Et là, on a démarré par les cultures d'algues, l'idée de faire des filières, d'arrêter d'avoir des algues du Japon, qui étaient beaucoup utilisées en macrobiotique. Mais l'avantage qu'il y ait des importations d'algues japonaises auparavant, c'est que la macrobiotique avait montré l'utilité de certaines algues dans les cuissons, notamment avec les légumineuses. Comme le kombu, donc on a juste eu à transférer kombu japonais, kombu breton. Donc souvent maintenant on connaît le kombu breton, mais c'est juste une transposition de produits. Qu'est-ce que c'est ce kombu? Le kombu breton? Oui, moi je sais, mais est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les algues, c'est quoi le kombu? En fait, le kombu, c'est une grande laminaire, c'est une algue de grand fond qui pousse essentiellement l'hiver et qui a comme propriété de faciliter les cuissons des légumineuses pour des raisons enzymatiques. En fait, quand on met un petit bout de kombu, il faut quelques centimètres. Avec les légumineuses, on a des cuissons plus rapides et des meilleures assimilations. Et ça, beaucoup de chefs en macrobiotique le savaient. Donc pour nous, ça a été un peu une porte d'entrée pour... Donc pour remplacer le bicarbonate de soude, par exemple, qui est déminéralisant. Ouais. Tout à fait. Super. Ouais. Et c'est cette algue qui te chatouille les pieds en Bretagne quand tu nages, non? C'est celle-là ou... Celle-là aussi, oui. C'est celle-là ou pas? Il y en a quelques autres, mais celle-là en fait bien partie. Ouais. J'entends le laminaire, Voilà, okay. Ouais, c'est ça. C'est toutes ces grandes algues qui sont très belles, très douces et qui chatouillent les pieds, tout à fait. Ça marche. Et donc on travaille 7 variétés qu'on a mis à disposition du consommateur final ou des chefs. Et on s'est rendu compte quand même que c'était un peu déroutant l'aspect de l'algue qui est fine. En fait, c'est pas une plante en 3D comme on peut les voir. C'est vraiment c'est plat et souple et ça déroute bien les gens. Donc l'idée, ça a été de passer par le snacking, qui est une façon de préparer, de consommer. En France, on aime bien tartiner sur du pain, tout ça. Et donc on a inventé le tartare d'algues, qui est en fait un haché d'algues avec des huiles sur des textures très fines, et que les chefs peuvent venir ensuite enrichir. C'est-à-dire que nous, on fait un basique, et eux, ils peuvent venir mettre, je sais pas si quelqu'un aime les pommes et les noix, s'approprier en fait sur une base le produit. Et du coup, se dire c'est mon tartare d'algues, même si nous on a facilité un peu la démarche. Je l'ai regoûté, j'ai regoûté tes échantillons laissés au Syrah. Vous savez, quand vous êtes avec les nouveautés, ouais. Au poivron, c'est fantastique. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que l'idée c'est de mettre à disposition, de faciliter. Quelqu'un tout à l'heure disait d'être beaucoup dans l'écoute du besoin
de la collectivité ou du restaurateur. Et nous, de nous adapter à leur rendre la vie plus facile, quoi. Je crois que là-dessus, on a tous bien dit que l'objectif, c'est de rendre la vie plus facile aux gens. Donc voilà, ça a été notre chemin pour les algues. On travaille 7 variétés, avec toutes des caractéristiques, des saisons. Et ça aussi, ça a été un peu compliqué de faire comprendre qu'on ne pouvait pas avoir toutes les algues toute l'année. Parce que pour les gens, les algues, c'est des algues. Et non, en fait, c'est des végétaux. Donc il y a aussi l'automne en mer, il y a aussi le printemps, il y a aussi l'été. Et chaque fois, il y a une variété, il y a voilà, des couleurs voilà, aussi. Des couleurs qui répondent justement à la saison. Donc en général, les algues rouges, c'est des algues de fin de printemps et d'automne. Les algues vertes, c'est beaucoup de chlorophylle, donc elles ont besoin de beaucoup de lumière, c'est des algues d'été. Et les grandes algues brunes, elles aiment plus les mi-ombres, et donc c'est des algues d'hiver. Et nous, on récolte vers le mois de mars. Donc tout ça, c'est beaucoup, c'est un chemin de 30 ans où on a dû partager en fait une culture, essayer d'apporter une culture aux chefs pour qu'ils sachent valoriser. Et puis aujourd'hui, il y a des chefs qui font beaucoup de choses, et notamment autour de la lactofermentation aussi, avec notamment, je sais pas si... Ça, c'est l'avenir, de toute façon. Ouais. Parce que, en fait, tous ces ferments permettent de faire un peu évoluer le goût iodé de l'algue et le rendre plus facile pour les gens. Donc on arrive aujourd'hui à avoir des produits extrêmement légumes touch, quoi. C'est vraiment, ça devient plus un légume que le côté poisson qui pouvait un peu déranger. Ah oui, donc c'est novateur. Ouais. Aujourd'hui, c'est perçu comme novateur, quoi. Alors que bon, ça a toujours été là, mais. Ah bah oui, c'est. Ouais. Et ça participe aussi à éradiquer les crétins des Alpes, non? C'est-à-dire que c'est finalement, avec ces produits-là, on amène l'iode partout, même en montagne, quoi, facilement. Il n'y a pas besoin d'une poissonnerie, quoi. C'est ça, il faut oui, l'iode, c'est vrai que ça participe à beaucoup de choses. Notre thyroïde l'aime bien s'il n'y en a pas trop. Oui, les algues, c'est un bon moyen, surtout en France, en fait, pour consommer d'une manière équilibrée, sans aller acheter des compléments alimentaires à base d'iode, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est pas, en restauration, c'est pas tellement ce qui est recherché, c'est vraiment la petite touche, le goût. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3-4 grammes d'algues par jour, c'est vraiment peu. Ça permet de mieux assimiler toute l'alimentation. C'est vraiment un facilitateur d'assimilation. Et donc, quand on mange bio, on investit aussi dans sa nourriture. 3-4 grammes d'algues en plus, donc il n'y a pas un vrai changement, et on profite plus de manière régulière, donc okay. C'est vraiment un catalyseur. Pas forcément en fait. À tous les repas, mais de manière régulière. Par exemple, au Japon, petit déjeuner, on a toujours une petite algue, ça fait 1 cm², on va dire, mais tous les jours un petit peu, pour vraiment tous ces oligo-éléments et ces minéraux qui sont disponibles, en profiter par l'alimentation et pas par les compléments alimentaires, quoi. Ok, super. Bravo. Voilà. Un dernier mot, non? Eh non, en fait. Ouais, c'est complet, merci. Et on finit par le dessert? Allez, comme au restaurant, on va finir avec le sucré. Donc moi, c'est Guy Debert, je suis directeur général de Kaoka, fils du fondateur. Donc je pense que tout le monde nous connaît sous les tablettes de chocolat. On est une marque historique, pionnière au niveau mondial sur le chocolat. Mon père était un des premiers à mettre en place une filière cacao bio au niveau mondial. Et on le sait peut-être pas, mais on a beaucoup de produits aussi pour les professionnels, industriels. Et on propose, nous, du chocolat pour la restauration. Alors pas que, les artisans aussi, pâtissiers, chocolatiers, boulangers. Depuis presque 20 ans maintenant, on est parti de nos produits industriels, en fait. Je me souviens, au début, Biocop, on livrait des sacs de 25 kilos aussi pour les rayons de vrac. Ouais. Et on a commencé à proposer ça. Dans notre jargon, dans le chocolat, on parle du secteur gourmet. C'est l'ensemble des artisans, donc il y a les restaurateurs à l'intérieur. Et donc ce sont des palets de chocolat principalement. Donc on parle de chocolat de couverture, puisque le chocolat doit être refondu pour faire des desserts principalement. C'est les grosses tablettes. Alors historiquement, c'était des pains, ce qu'on appelait des pains. Maintenant, on est sur des palets, parce que c'est plus simple en termes de refonte. Et en termes de grammage aussi, pour doser, un palais c'est à peu près 2 grammes. Donc en termes d'application, c'est plutôt facile. Donc nous, c'est un secteur qu'on développe depuis un moment. On a une très très belle expérience au Japon où on est une marque
bien implanté face à Valrhona, où on sort du cadre du bio, puisque bon, dans la restauration, l'idée c'est aussi d'aller chercher des restaurateurs et des artisans qui sont pas forcément eux-mêmes certifiés bio, mais qui vont aller chercher des ingrédients qui sont une démarche un peu engagée. Et du coup, en face de nous, on a des opérateurs qui sont voilà, des marques très très fortes, qui sont bien implantées sur le marché et qui sont souvent mises en avant aussi par les restaurants sur la carte. Donc nous, l'enjeu, c'est d'arriver à apporter quelque chose de différent, et les restaurateurs sont aussi à la recherche de qualité. Parce que le chocolat, bon voilà, on parle beaucoup de notions d'arôme, de qualité, hein. Et le bio aujourd'hui, il nous permet justement de faire face à ces concurrents historiques sur ce réseau-là, puisque le fait de travailler en bio, on est sur des filières, en tout cas sur Kaoka, on travaille avec des filières intégrées, donc on est très très présent en amont sur les maîtrises post-récolte, donc la fermentation, le séchage. Et ça nous permet aujourd'hui de mettre sur le marché des produits très qualitatifs. C'est pour ça justement qu'on a percé au Japon. Et ça nous permet d'offrir des chocolats pour les restaurateurs qui sont d'un niveau qualitatif voilà, équivalent, voire supérieur à ce qu'on peut trouver chez les grandes marques conventionnelles historiques. Voilà, qui sont J'ai eu les témoignages des chefs en direct, donc je confirme. Voilà, et chez nous, d'un point de vue stratégique, c'est un secteur qu'on souhaite continuer à pousser en dehors voilà, de nos engagements dans le réseau spécialisé bio. Et on trouve les palets dans toutes les couleurs? Alors oui, on a aujourd'hui sur le marché au niveau international, on a la gamme la plus large de chocolat parmi tous les acteurs du chocolat. Chocolat blanc, chocolat au lait, alors chocolat noir de 58% jusqu'à 80% pour les plus téméraires qui font des mousses au chocolat avec du 80 pure pâte de cacao. C'est assez dur à travailler, donc les chefs ils doivent aussi apprendre à travailler un chocolat qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude. C'est très technique hein, la pâtisserie. Voilà. Mais rassurez-vous, le 70% est dispo aussi. Oui, voilà, on a une quinzaine de références, de recettes différentes. Après on a des pépites, on a des bâtons boulangers, voilà, on a une offre assez large aujourd'hui pour répondre aux besoins des restaurateurs et des artisans. Ah, c'est cool. Et des pépites aussi, non? Oui, tout à fait. Les pépites, hein, c'est la recette en fait est étudiée pour résister à la fonte en fait. C'est-à-dire que souvent la pépite, on va l'utiliser dans un cookies par exemple. Donc quand vous allez cuire le cookie, il faut éviter que le chocolat il fonde complètement. Donc au niveau fluidité, hein, on parle de rhéologie. On a des techniques au niveau de la fabrication qui font que le chocolat va mieux résister. Voilà. Alors, la question de taux de matière grasse, voilà, des fois de lécithine hein, qui permet aussi de travailler sur ces aspects-là. Parce qu'on avait tendance à dire aux chefs quand ils ne trouvaient pas de palais de se rabattre sur les pépites pour faire les ganaches. Mais finalement, c'est plus compliqué alors. C'est pas l'application idéale. Hein. Ouais, pas l'application idéale. C'est possible, mais c'est pas idéal. Voilà, c'est possible, mais il va être plus compliqué, un peu plus long à fondre. De toute façon, le chocolat de toute manière va fondre. Et après, en termes de fluidité, en fait, il va pas être pratique à travailler. Voilà, parce qu'il va être moins fluide. Et donc, il vaut mieux travailler sur un chocolat de couverture avec des taux de matière grasse plus importants. Et certaines recettes, par exemple, on a besoin de lécithine pour une fluidité très très technique, notamment quand les artisans vont faire voilà, de l'enrobage ou on a besoin d'avoir un chocolat très fin. Il faut un chocolat avec une certaine fluidité. On parle de viscosité ou de limite d'écoulement. Hein, ou quand vous faites des œufs de Pâques, des moulages. Vous retournez le moule, il faut que le chocolat tombe d'une certaine manière pour avoir une coque qui soit plus ou moins épaisse. Donc tout ça, c'est un produit qui est très technique. Et aujourd'hui, les acteurs historiques sur ce marché-là, ils sont très très pointus sur toute cette partie-là. Ils ont des écoles, voilà, ils forment les chefs. Donc nous, on arrive avec nos moyens du bio qui sont pas à ce même niveau et on essaye voilà, aussi d'apporter quelque chose de différent et de leur apprendre à retravailler en fait le produit. Voilà. Et c'est un vrai enjeu pour nous parce que les chefs, quand ils sont habitués à travailler avec tel produit, qu'il faut passer sur un autre produit, chaque marque, chaque recette est différente, donc ça nécessite quand même du temps de travail pour les chefs. Merci pour ces précisions. J'en profite pour vous poser tous la question finalement, maintenant qu'on a fait le tour de table. Le CIRA, c'est un salon que vous fréquentez ou pas forcément chacun? Alors pour nous, oui. Sur le chocolat, c'est un salon qu'on a, ça doit être la 4e ou 5e édition là. Très très intéressant parce qu'on constate aussi beaucoup d'artisans. Alors je parle au sens large du terme, pas que restaurateurs, surtout les jeunes générations en fait, qui viennent sur une démarche plus engagée, qui ont besoin de se différencier aussi.
surtout sur des pâtissiers chocolatiers. Hein. Il faut inventer un peu le modèle. Il y a aussi la grande distribution qui a tendance à venir sur des corners artisans, à faire des produits un peu plus qualitatifs. Donc l'artisan local dans son magasin, il a besoin aussi de se différencier. Donc il va vers le bio. Donc nous, le Syrah, c'est un de nos salons on a le plus de succès au niveau commercial parce qu'on a beaucoup de nouveaux clients qui sont acquis lors de ce salon. Voilà. Et tant que tu as le micro, avant de le passer, est-ce que tu vois des collègues, entre guillemets? Est-ce que tu vois d'autres transformateurs bio qu'on rencontre ici et qui auraient, je pense, pour beaucoup leur place dans ce salon des métiers de bouche à Lyon tous les 2 ans là? Oui, bon, on en croise pas mal maintenant sur le Syrah. Je pense aux fruits secs par exemple. Hein, je vois Jean-Hervé, je crois que je l'avais vu. Oui, par exemple, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont sur le Syrah aujourd'hui. Hein. C'est quand même un salon qui attire du monde, en tout cas dans les transformateurs bio. Ok, d'accord. Eh ben, vous voulez répondre chacun? Alors le Syrah, nous concernant la société Biovance, c'est très récent. On va participer à la 2e édition l'année prochaine. Et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer parce qu'on voit de plus en plus donc l'engouement et la nécessité de travailler aussi avec les écoles, les collectivités et les restaurateurs. Aujourd'hui, on a des partenaires comme Pomona et on sait qu'on se doit d'être présent sur ces salons-là pour pouvoir présenter notre savoir-faire, nos produits. Donc le Syrah, oui, ça devient de plus en plus important. Donc on sera présent sur les prochaines éditions. Donc les distributeurs professionnels pour la restauration, oui. Conventionnels, s'intéressent de plus en plus donc à ces produits-là. Tout à fait, oui. Super. Tout à fait. Donc ouais, vous auriez intérêt tous à... Enfin, j'ai pas d'action pour le Syrah. C'est un salon qui me parle parce que je le fréquente depuis très longtemps en tant que professionnel de l'alimentation, mais l'alimentation étant très transversale, je pense que c'est un super pilier pour vous, je trouve. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Je rajoutais un point en fait que j'ai observé. Voilà, ça fait presque 20 ans aujourd'hui qu'on essaie de développer ce segment-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les acteurs de la bio, c'est d'aller chercher en fait les futurs restaurateurs ou pâtissiers, etc. dès les écoles en fait. Parce que dans le monde du conventionnel, dans les grandes marques, en fait, ils y prennent dès le début. Être actifs sur les écoles de pâtisserie, de restauration, pour aller expliquer ce que c'est le bio, les enjeux, d'un point de vue global, macro. C'est-à-dire les écoles hôtelières? Ouais, les écoles hôtelières, nous, c'est des choses qu'on avait essayé de mettre en place, mais qui est très verrouillé par tous les acteurs aujourd'hui. J'ai essayé aussi, je confirme. Mais c'est plus facile dans les lycées agricoles. Voilà, j'incite quand même tout le monde à essayer de penser à ça parce que c'est un levier en fait d'essayer de les sensibiliser dès le début et le jour où ils arrivent sur le marché et qu'ils montent leur restaurant, ils sont, nous c'est le cas, on arrive à en récupérer comme ça qui ont vu KOK dans leur cours, qui l'ont utilisé, on sponsorise un petit peu, on fournit du chocolat, on a des partenariats et derrière quand ils arrivent sur le marché du travail, les lycées hôteliers. Ouais, voilà. Très bonne idée, merci d'avoir repris le micro pour ça parce que c'est une super idée quoi. Ouais. Alors pour nous c'est une évidence le Syrah, on l'a toujours fait. Notre premier marché ça a été la restauration et c'est aujourd'hui toujours notre plus gros marché. Donc nous c'est notre rendez-vous tous les 2 ans. Voilà. Donc en plus on est à Lyon donc on n'a vraiment pas d'excuses. C'est idéal pour nous. Et c'est vrai que c'est un salon qui est, tu parlais de transversalité de l'alimentaire, qui rassemble beaucoup de choses. Nous on est dans le végétal aujourd'hui, c'est un marché qui se développe beaucoup. Donc beaucoup d'acteurs différents cherchent du végétal. Donc nous c'est évident qu'il faut qu'on y soit. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Syrah. Voilà, c'est un salon qui est long, qui est fatigant, mais qui vaut vraiment le coup parce qu'il se passe beaucoup de choses. Génial, merci pour ce témoignage très réaliste. Benoît, merci.
Nous, c'est aussi la 2e édition. Enfin, voilà, on s'y est mis assez dernièrement et je confirme en fait ce qui vient d'être dit. C'est que c'est vraiment, ça a été une chouette édition avec. On a senti même, la 2e fois, une évolution. Les gens ont vraiment plus une idée de ce qu'ils veulent et ils viennent, ils ont des questions plus précises et ils sont prêts à passer plus le pas qu'il y a 4 ans, quoi. Enfin, voilà, donc chouette salon aussi. Donc nous, cette année, on n'a pas pu être présents, mais c'est quelque chose, on sait qu'il faut y être. Vous avez déjà été? Oui, on a déjà été. Oui. Ouais, d'accord. Voilà. Et Séverine, oui. Quand tu dis vous savez que c'est quelque chose où il faut y être, c'est parce que c'est un très beau salon en tant que visiteur, je connais très bien. Ah ouais. Et on a déjà été sur 2 éditions. Et vous vous êtes rendu compte de la puissance de fréquentation en fait. Oui, tout à fait. Et la réputation de ce salon, quoi. C'est pour ça que j'en parle ici, parce que essayer de faire le lien, quoi, finalement. Il y a j'attends qu'il y ait un d'entre vous qui parle du Syrah Green aussi. Peut-être dire 2 mots, il y a peut-être un lien à faire en fait. Et à initier tous ensemble, là, comme ça, comme on a fait cet atelier au pied levé là. En fait, il n'y a pas de préparation, hein. C'est en direct. Vous confirmez? Ah oui, oui. Ouais, donc, ok. On me fait signe sur l'heure aussi, pas dépassé. Parce qu'on est tous très occupés aussi. Hein. Voilà. Nous, on participe effectivement au Syrah depuis de nombreuses années. Au-delà du fait de retrouver les gens en réel après cette petite période de Covid, je partage sur la restauration scolaire qui a beaucoup visité le salon cette année. C'est aussi un moment d'échange avec les autres fournisseurs, on l'oublie aussi, mais c'est les clients, les fournisseurs, sentir le marché, les tendances. C'est le salon, nous, absolument inratable au niveau de la restauration sociale. Aussi, d'accord. Aussi, ouais. Et Syrah Green, on est allé pour la première fois en tant que visiteur. Ça reste encore assez petit. Confidentiel. Confidentiel. Ouais. Nous, on aimerait beaucoup plus développer pour le coup la restauration commerciale. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour le restaurateur qui veut pouvoir mettre en avant l'origine bio de ses produits. Nous, on considère que mettre des raviolis dans de l'eau, c'est une transformation du produit, donc il faut qu'il soit certifié. Enfin, c'est une grosse démarche pour un restaurateur aujourd'hui de pouvoir mettre en avant des ingrédients bio. Ok, merci beaucoup. J'y suis jamais allée au Syrah, je peux pas. Mais ça me donne envie du coup. Ah ouais. Voilà. Avignon, c'est pas si loin. Non. Ouais, je te conseille d'aller faire un tour, ne serait-ce que pour le matériel aussi. Oui. Le matériel, le transfo. C'est noté. Nous, on a fait la 2e édition cette année et en effet, on nous a dit, le Syrah, vous êtes tout petit, on voit pas l'intérêt, mais en fait, c'est hyper inspirant déjà de voir ce qui se passe. Donc, on l'a fait en 2019 et on a dit il faut qu'on le fasse régulièrement. Et donc très inspirant, les visiteurs sont hyper larges, donc ça va du restaurant, donc il y a Vancouver, jusqu'à en effet il y a pas mal de chefs de cuisine centrale, etc. qui étaient là aussi, à des entreprises qui font des plats traiteurs, enfin c'est très très large. Et en effet, on a eu pas mal d'élèves d'écoles hôtelières ou de restauration qui avaient des projets à faire dans le cadre de leur formation et qui du coup cherchaient des nouvelles matières premières, des nouvelles sources un peu d'inspiration, et toujours en effet avec l'origine France, la traçabilité, le bio, etc. Et donc c'est bien d'être présent, de pouvoir leur donner des réponses et des outils et des produits et l'histoire qui va avec. Et en effet, l'objectif, c'est que quand ils seront en place et dans leur carrière, je pense qu'ils nous auront pas oubliés et du coup, ça commence à ce moment-là, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Donc, je recommande aussi. Oui, d'accord. Ok, merci. Super, écoute, moi je constate que si on veut continuer à exister l'humain demain sur cette planète, ça sera ensemble et en se tenant la main, comme on le fait si bien finalement aujourd'hui. Et peut-être que plus de transversalité, pour reprendre ce mot, ou
de perche à donner, de raccorder les salons les uns les autres, de créer des passerelles en fait. Et ça s'est fait complètement naturellement là. J'ai évoqué le CIRA parce qu'il est sorti dans la conversation. Mais ça aurait pu être un autre salon. Hein. Il y a plein de choses à imaginer. Et demain, je pense que c'est ensemble ou pas. Voilà. Je sais pas. Voilà. Je vous laisse finir. Non, la conclusion était parfaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous êtes prêtés à cet exercice.